Chacun d'entre nous connaît ce titre très célèbre depuis la première adaptation cinématographique en 1968 avec Charlton Heston qui est représenté sur la couverture de ce livre. Ensuite sont venues d'autres adaptations cinématographiques, des séries télévisées, des suites diverses, plus ou moins réussies, et même des bandes dessinées. La planète des singes, puisqu'il s'agit de ce roman, a été écrit par l'auteur français Pierre Boulle. Pierre Boulle est un auteur qui a vécu au XXe siècle. La première moitié de sa vie a été particulièrement aventureuse, car il a parcouru de très nombreux pays d'Asie, soit pour des raisons professionnelles, soit dans le cadre de son engagement héroïque aux côtés des forces françaises luttant contre le nazisme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ces expériences aventureuses ont nourri ensuite ses œuvres romanesques, parmi lesquelles l'une des plus célèbres est Le pont de la rivière Kwai, qui, elle aussi, a été adaptée au cinéma. Mais Pierre Boulle est aussi intéressé par les progrès et les dangers de la science. Cela se ressent particulièrement dans le roman qui a assuré sa célébrité, et cela jusqu'au XXIe siècle avec un film de 2001 réalisé par Tim Burton, La planète des singes. Le roman, lui, est paru en 1963. Il met en scène un personnage qui s'appelle Ulysse Mirou et qui vit en 2500. Celui-ci participe à un voyage d'exploration spatiale qui le conduit vers une mystérieuse planète très similaire à notre Terre. Mais sur cette planète, les hommes qui y vivent sont très différents de nous. Ils apparaissent comme des êtres particulièrement stupides et primitifs, survivant dans des tribus, cachés au milieu de la forêt dense. Soudain, leur tranquillité de vie est perturbée par des coups de feu qui retentissent. Une chasse est lancée et ce sont les humains qui sont le gibier. Mais qui sont donc les chasseurs? Nous le découvrons au début du chapitre 9 de La planète des singes. Il y avait plusieurs éléments baroques, certains horribles, dans le tableau que j'avais sous les yeux. Mais mon attention fut d'abord retenue tout entière par un personnage immobile à 30 pas de moi qui regardait dans ma direction. Je faillis pousser un cri de surprise. Oui, malgré ma terreur, malgré le tragique de ma propre situation, j'étais pris entre les rabatteurs et les tireurs. La stupéfaction étouffa tout autre sentiment quand je vis cette créature à l'affût guettant le passage du gibier. Car cet être était un singe, un gorille de belle taille. J'avais beau me répéter que je devenais fou, je ne pouvais nourrir le moindre doute sur son espèce. Mais la rencontre d'un gorille sur la planète Sauror ne constituait pas l'extravagance essentielle de l'événement. Celle-ci tenait pour moi à ce que ce singe était correctement habillé, comme un homme de chez nous, et surtout à l'aisance avec laquelle il portait ses vêtements. Ce naturel m'impressionna tout d'abord. À peine eus-je aperçu l'animal qu'il me parut évident qu'il n'était pas du tout déguisé. L'état dans lequel je le voyais était normal, aussi normal pour lui que la nudité pour Nova et ses compagnons.
Il était habillé comme vous et moi, je veux dire, comme nous serions habillés si nous participions à une de ces battues organisées chez nous pour les ambassadeurs ou autres personnages importants, dans nos grandes chasses officielles. Son veston de couleur brune semblait sortir de chez le meilleur tailleur parisien et laissait voir une chemise à gros carreaux comme en portent nos sportifs. La culotte, légèrement bouffante, au-dessus des mollets, se prolongeait par une paire de guêtres. Là s'arrêtait la ressemblance. Au lieu de souliers, il portait de gros gants noirs. C'était un gorille, vous dis-je. Du col de la chemise sortait la hideuse tête, terminée en pain de sucre, couverte de poils noirs, un nez aplati et aux mâchoires saillantes. Il était là, debout, un peu penché en avant, dans la posture du chasseur à l'affût, serrant un fusil dans ses longues mains. Il se tenait en face de moi, de l'autre côté d'une large trouée, pratiquée dans la forêt, perpendiculairement à la direction de la battue. Soudain, il tressaillit. Il avait perçu, comme moi, un léger bruit dans les buissons, un peu sur ma droite. Il tourna la tête en même temps qu'il relevait son arme, prêt à épauler. De mon perchoir, j'aperçus le sillage laissé dans la broussaille par un des fuyards qui courait en aveugle droit devant lui. Je faillis crier pour l'alerter, tant l'intention du singe était évidente, mais je n'en eus ni le temps ni la force. Déjà l'homme déboulait comme un chevreuil sur le terrain découvert. Le coup de feu retentit alors qu'il atteignait le milieu du champ de tir. Il fit un saut, s'effondra et resta immobile après quelques convulsions. Mais je n'observai l'agonie de la victime qu'un peu plus tard, mon attention ayant été encore retenue par le gorille. J'avais suivi l'altération de sa physionomie depuis qu'il était alerté par le bruit et enregistré un certain nombre de nuances surprenantes. D'abord, la cruauté du chasseur qui guette sa proie et le plaisir fiévreux que lui procure cet exercice. Mais par-dessus tout, le caractère humain de son expression. C'était bien là le motif essentiel de mon étonnement. Dans la prunelle de cet animal brillait l'étincelle spirituelle que j'avais vainement cherchée chez les hommes de la planète Soror. Voilà cet extrait, si jamais vous vous lancez dans la lecture de la planète des singes. Vous découvrirez ce que les singes vont faire d'Ulysse Mérou une fois qu'ils l'auront capturé. Vous découvrirez comment vivent ces singes civilisés. Vous comprendrez pourquoi ces singes ne peuvent admettre qu'Ulysse Mérou, un homme, un primitif pour eux, soit doué d'intelligence et de langage. Vous verrez comment ce dernier parvient finalement à échapper à la planète dominée par les singes. Mais peut-il vraiment leur échapper? Pour conclure cette présentation, on peut constater que ce roman renvoie à plusieurs notions du programme de philosophie en terminale. Tout d'abord, il associe le temps et la science, puisqu'il s'agit d'un roman de science-fiction, c'est-à-dire d'une histoire inventée qui se fonde sur l'anticipation de progrès techniques et scientifiques de l'avenir. Ici, au-delà des voyages dans l'espace, qui sont représentés à plusieurs reprises dans le roman, c'est bien de l'avenir de toute l'humanité dont il est question. Un autre thème très important de ce roman
est celui du langage. Ici, il a un rôle essentiel, car il est considéré, dans plusieurs épisodes, comme la preuve de l'intelligence des êtres, que ce soit les humains ou les singes. Lorsqu'Ulysse découvre que les hommes sauvages de la planète Soror ne possèdent pas de langage, il les trouve complètement stupides. De même, les singes qui dominent la planète sont-ils stupéfaits de découvrir qu'Ulysse possède, lui, un langage, et donc possède une intelligence? Et ensuite, ils sont effrayés par cette situation, car en possédant le langage et l'intelligence, Ulysse menace leur propre pouvoir. De même, ne serions-nous pas nous-mêmes déstabilisés et même inquiets pour notre supériorité sur Terre s'il advenait qu'un jour, un singe, comme nous, soit capable d'être doué de la parole?